Alors on va parler des écosystèmes et des vallées hydrogène, la bonne maille pour maximiser l'impact du déploiement. Aujourd'hui, à l'échelle d'un territoire, d'une métropole, d'une région ou même à la maille européenne, l'hydrogène trouve sa place dans des écosystèmes mutualisant à la fois la production et les usages. Donc la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, les écosystèmes territoriaux et les vallées jouent-ils pleinement leur rôle d'accélérateur du déploiement de l'hydrogène et de la transition vers une économie décarbonée? Alors, pour commencer, on va prendre 15 minutes pour parler du projet Dijon Métropole Smart Energy qui a été inauguré hier pour la station avec les partenaires du projet. J'invite à rejoindre la scène Monsieur Jean-Patrick Masson, qui est vice-président Dijon Métropole, délégué à la transition écologique, les déchets et les énergies renouvelables. Il est rejoint également par Dominique Darne, président de la société INTI, de Monsieur Florian Chevalier, directeur général Engie Solutions Hydrogène, Madame Delphine Perrault, directrice de l'agence Services aux collectivités Suez Dièse, et Laurent Calvalido, directeur de Keolis Dijon Multimodalité. Alors, pour commencer, on va tout d'abord visualiser une petite vidéo sur le processus de la production d'hydrogène vert sur la métropole de Dijon. Alors, je vais me tourner vers vous, Jean-Patrick Masson. On voit dans cette vidéo le processus de production, mais avant cela, je parle de la fin de la vidéo, on voit des partenaires qu'on a autour de cette table. C'est un projet un peu particulier, une construction différente des écosystèmes qu'on peut connaître. Comment ça s'est organisé et pourquoi ce choix ? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est toujours multifactoriel que de monter un projet de cette ampleur avec une vocation. Et vous avez sur la scène, finalement, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à ce projet. Et je les remercie d'ailleurs d'avoir été tous très actifs et très déterminés à le faire fonctionner. Donc, en fait, plusieurs raisons nous ont amenés à travailler dans ce sens. La première, c'est que nous avons des flottes captives. Et donc, on se pose la question, évidemment, de la motorisation, de l'évolution réglementaire et de la façon de répondre de la manière la plus adaptée possible à la décarbonation de nos flottes. La deuxième raison, c'est que nous sommes producteurs d'énergie électrique. Et nous avons un turbo-alternateur sur l'usine de valorisation énergétique. Et cette unité de valorisation, elle avait un contrat d'achat classique qui arrivait à son terme l'an dernier, au 1er juillet. Et donc, on s'est dit, que va-t-on faire de l'énergie électrique? Continuer de la vendre au réseau ou la valoriser d'une autre manière? Et le choix de la métropole, alors pas que sur ce sujet, mais de manière plus générale, c'est plutôt de viser à l'autoconsommation des moyens de production énergétique dont on dispose. Le troisième élément, c'est aussi de pas trop bousculer finalement nos modes de fonctionnement avec nos délégataires, que ce soit pour les bus ou pour les bennes à ordures ménagères. Il y a une question qui se pose quant aux organisations. Et cette question, elle est particulièrement importante puisque ça veut dire, suivant les options, plus de véhicules, plus de personnel et de chauffeurs. Donc, est-ce qu'on peut être à périmètre constant? Comment est-ce qu'on optimise les choses? Donc, il y avait une logique d'optimisation.
Alors bien sûr, on a fait ce qu'il fallait, hein, c'est-à-dire on a comparé un certain nombre de solutions pour rentrer dans les considérants que j'ai énumérés avant, et il nous a semblé que l'hydrogène répondait pour tous ces points au choix et en tous les cas à la volonté qu'on avait de travailler de cette manière. L'idée de départ, alors, qui ne correspond pas forcément d'ailleurs totalement au projet fini, puisque nous avons lancé cela en 2018. Donc en 6 années, vous imaginez bien que les choses ont quelque peu évolué. Et je vois mon voisin qui opine du chef, parce que vraiment, ça a évolué, hein, et il a fallu s'adapter. Donc c'est pas si facile. Donc l'idée de départ, c'était de se dire, on a de l'énergie électrique produite par les déchets que nous incinérons. Cette énergie électrique va contribuer à l'électrolyse et on va distribuer l'énergie hydrogène qui en est issue, qui alimenteront nos bennes à ordures ménagères, qui vont chercher les déchets. Donc on était sur une boucle satisfaisante, complète et plutôt facile à expliquer. La réalité derrière est un peu différente, notamment sur le premier point que j'ai indiqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réglementation en France un peu stricte en ce qui concerne le transport de l'énergie électrique. Et donc, malgré qu'on soit, pour ceux qui sont allés ou qui iront visiter le site, vous verrez qu'on est à 100 mètres de l'unité de valorisation énergétique pour ce qui est de la production de l'hydrogène. Eh bien, 100 mètres, c'est des fois quelques fois trop. Finalement. Donc, du coup, on n'a pas pu le faire directement. Donc, on le fait de manière non physique, mais juridique. C'est-à-dire qu'on a un agrégateur. Alors, je ne rentre pas peut-être trop dans le détail à ce stade, mais on a un agrégateur qui nous permet d'avoir une vente d'énergie électrique provenant de ce turbo-alternateur. Donc voilà, on est dans l'idée toujours sur cette boucle. J'aurais aimé qu'elle soit physique, cette boucle. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et peut-être que dans les années qui viennent, évolution de la réglementation arrivant, nous pourrons pratiquer de la manière dont nous l'avions imaginé au départ. Aujourd'hui, cette flotte de véhicules lourds, ça représente combien d'émissions de CO2 économisées ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que nous avons 4 bennes, enfin 2 déjà et puis 2 qui vont être livrées ces semaines-ci, 4 bennes à ordures ménagères. Donc on est sur des consommations qui sont relativement faibles. Ça a échappé à personne qu'on a eu, pour certains, un problème avec Vanoul. On aurait dû vous montrer en plus 16 bus. On ne les a pas pour l'instant. Donc on était sur 4000 tonnes d'économies par an liées à cette flotte. On devrait l'atteindre, de toute façon, ce chiffre, en 2028-2030, puisqu'on doit avoir, donc ça c'est inscrit et donc c'est financé, 22 bennes à ordures ménagères et une soixantaine de bus qui tourneront sur la métropole à cet horizon. Vous avez donc à votre gauche Dominique Darne. Quel a été le rôle de la société INTI dans le projet et pourquoi investir ce projet il y a quelques années ? On a plusieurs rôles. Un premier, c'est d'être co-actionnaire fondateur avec Dijon Métropole de Dijon Métropole Smart Energy, qui derrière a ouvert son capital et a vu arriver Engie et ADEME Investissement. Donc on est aujourd'hui 4 actionnaires. On a été pilote pour la conception et la construction en coopération évidemment et avec l'aval des besoins qu'on doit satisfaire, donc, qui sont très spécifiques en termes de temps de chargement, d'horaire et donc de bien caler le mécanisme. Et puis troisième volet, on a eu un rôle de monteur, de pilotage du montage avec les relations contractuelles avec l'ensemble des acteurs, les recherches de subventions, l'accompagnement sur les mécanismes de subvention, donc qui a été très satisfaisant à la fin. On est accompagné aujourd'hui par la région, l'ADEME, l'Union européenne. Donc à chaque fois, ce sont des processus différents qu'il faut combiner. Pourquoi investir ? C'est assez évident. Je pense à un écosystème unique et exemplaire de par sa taille, avec un travail de transparence et de coopération sans relâche entre les services de la métropole, les élus et nos amis d'Engie et en aval, Keolis et Diez.
Florian Chevalier, de Société NJ, cette station hydrogène démontre bien qu'on est dans la décentralisation de la production d'énergie. Donc on voit que c'est possible, c'est en marche. Est-ce que c'est un cas isolé ou non, c'est quand même quelque chose d'actuel maintenant? Alors, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que c'est actuel. Quelques chiffres chez Engie aujourd'hui. Engie Solutions, c'est un peu plus de 5,5 mégawatts de capacité de production. Donc, ils sont totalement décentralisés sur le territoire. Et un peu plus de 4 tonnes par jour de capacité de distribution d'hydrogène pour de la mobilité. La décentralisation, oui, elle est indispensable. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est d'opérer ces stations. Donc on va opérer la station qui a été inaugurée hier. Et pour opérer, il nous faut un certain nombre de REX. Et les REX, on ne peut les acquérir que par des petites unités au début, avant de voir plus grand. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se concentre plutôt sur des unités de production de l'ordre de 1 MW jusqu'à 5 MW. Ce qui nous permet, nous, d'amoindrir les risques et d'apprendre sur le terrain et de voir comment fonctionne en temps réel, en vrai, une installation à la fois de production et de distribution. Aujourd'hui, nous, on est convaincus de l'association des deux, production et distribution. Il reste à trouver le bon maillage, justement. Aujourd'hui, on fait plutôt de la production avec distribution sur le même site. On pourrait très bien imaginer, c'est ce qu'on a en tête, nous, d'essayer d'avoir des unités de production un peu plus grosses, avec des effets d'échelle assez conséquents sur les coûts et donc les prix finaux de l'hydrogène. On peut gagner de 20 à 30% quand on passe sur du 5 MW versus du 1 MW, et de surdimensionner ces électrolyseurs pour pouvoir, après, aller distribuer cet hydrogène sur des stations de distribution. Et donc d'essayer de commencer à avoir un écosystème de stations. Alors pour ça, il ne faut pas le faire de manière trop éloignée, sinon le transport coûte trop cher. Donc on parle de 100 à 300 km. Et donc notre idée à terme, ce serait d'avoir plutôt des électrolyseurs un peu plus puissants pour pouvoir aller mettre sur un maillage territorial 4 à 5 stations qui auraient comme sourcing cet électrolyseur. Côté vie quotidienne, opérateur... Oui, prenez Delphine le micro. Comment vous vous êtes adapté à ce changement? Est-ce que vos équipes là sont opérationnelles pour prendre en main ces 2 bennes à ordures et ces 4 futures bennes à ordures? Qu'est-ce qui a dû être fait? Alors oui, Suez et donc la filiale Diez qui opère le contrat de gestion la gestion des déchets ménagers de Dijon Métropole. On a d'abord anticipé, je dirais, l'arrivée de ces bennes à ordures ménagères en préparant des modules de formation qui n'existaient pas au préalable. Donc il a fallu qu'on monte en partenariat avec le Greta de Dijon 2 modules de formation pour faire monter en compétence finalement l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit sur la partie opérabilité des bennes à ordures ménagères, mais aussi sur la partie maintenance. Et puis, notre action, à la fois en anticipation et à la fois à l'heure actuelle, permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de 80% de notre personnel complètement formé. Et donc, on est complètement prêt à mettre en service ces bennes, et on le fait déjà aux côtés de INTI pour tester l'avitaillement. Et puis dès la semaine prochaine pour faire démarrer les collectes de façon concrète. Et c'est une nouveauté pour Suez, ou dans d'autres régions vous avez déjà des bennes à ordures déployées à hydrogène? Alors non, c'est une première. On avait quelques bennes à ordures ménagères, mais qui fonctionnaient plutôt à l'étranger, aux Pays-Bas. En France, c'est une première pour Suez. On est très fiers de ça. Et Dijon est d'ailleurs pour Suez, le Centre national d'expertise pour le retour d'expérience hydrogène, puisque en fait tout ce qu'on est en train de capitaliser là comme expérience en termes de sécurisation des process et en termes de montée en compétence de nos collaborateurs a vocation à servir à tous les autres territoires. On peut dire que vous êtes pionnier, hein. Ça là c'est vrai. C'est ça. Laurent Calvalido, vous chez Keolis, alors l'hydrogène c'est pas nouveau.
parce que vous avez déjà des flottes de bus qui roulent à l'hydrogène, mais à Dijon, c'est une première. Comment vous avez préparé vos équipes? Est-ce qu'elles sont prêtes? Qu'est-ce qui a changé dans leur métier, dans leur façon de faire? Alors effectivement, le groupe Keolis, on a quelques réseaux où il y a déjà de l'hydrogène du côté de Auxerre, Pau, où on a une assistance technique, et puis il y a des projets à venir sur d'autres villes pour lesquelles on opère. Même si le réseau dijonnais aura à l'issue, avec les 50 à 60 bus, ce sera la flotte la plus importante pour une collectivité, donc avec tout l'écosystème très vertueux que l'on a décrit. C'est une très belle aventure qu'on est très fiers de mener aux côtés de la métropole, mais qui implique effectivement beaucoup de changements sur le plan organisationnel. 3 défis importants. Un qui concerne l'adaptation de l'atelier de maintenance, en fait, pour le mettre aux normes ATEX, donc avec des travaux qui vont être réalisés au courant de cet été. Un deuxième défi qui concerne la formation des équipes de maintenance. Alors il faut savoir que la métropole avait déjà été pionnière sur les bus hybrides avec une flotte de 100 bus qu'on a depuis 2012, donc on a déjà certains conducteurs formés sur les moteurs électriques, mais avec effectivement l'hydrogène, il y a un niveau de formation complémentaire qu'on a commencé à conduire sur l'ensemble de nos équipes. Et puis un troisième défi concernant les conducteurs, en fait, avec toute la question de l'avitaillement, la formation des conducteurs qui arrivent en fin de course avec, une fois qu'on aura les constructeurs, et qui impliquera là aussi de pouvoir accompagner nos agents sur ce changement. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est vraiment un projet qui permet d'être mobilisateur et fédérateur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie fierté de nos agents de pouvoir dire qu'on est sur un projet pionnier, vertueux sur le plan environnemental, très ambitieux, et en termes d'accompagnement de la transformation, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et qui nous aide beaucoup au quotidien. Merci à vous pour ces quelques mots. Alors on va enchaîner avec la thématique. Je vais vous demander de rejoindre le public, sauf Jean-Patrick Masson, vous restez là, vous ne bougez pas. Donc merci, on peut les applaudir. J'appelle à nous rejoindre maintenant Garance Morin, qui est chef de projet pour le projet Imagine sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on excuse Manuel Dupuis qui devait être avec nous, mais qui est souffrante. Donc Garance est avec nous et représentera le projet Imagine qu'elle connaît parfaitement puisqu'elle est chef de projet de celui-ci. Nous accueillons aussi Créchan Marot, maire d'Auxerre et président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Bienvenue. Voilà. Monsieur Ghislain Robert de la société Life, vous êtes directeur commercial pour la France. Applaudissez-le aussi, il a un fan club, merci. Et monsieur Loïc Voisin, le CEO de la société i7co. Alors, moi j'aimerais juste qu'on termine quand même sur le projet de Dijon, sur le phasage. Là, on a une première station. On parle aujourd'hui d'écosystème, de vallée hydrogène. Donc ça, c'est la première maille. Là, demain, quelle va être la deuxième maille et l'envergure du projet? Est-ce que ça va s'arrêter là? Alors, à l'évidence, ça ne s'arrêtera pas là. D'abord parce que la station nord serait insuffisante par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc, au sud... Au nord, on a l'unité de valorisation énergétique. Au sud, on a le dépôt de bus et de tramway. Donc, au sud, sur le dépôt de bus et de tramway, nous aurons une deuxième production et distribution d'hydrogène qui sera là complètement dédiée aux bus. Celle du nord est ouverte à d'autres usagers. Là, on est sur un site fermé, qui a un certain nombre de particularités qui empêchent l'accès d'autres usagers. Et donc, c'est aussi une façon de sécuriser l'intégralité du dispositif, puisqu'avec 2 stations, je rappelle quand même que les bus et les bennes ordures ménagères doivent circuler tous les jours et donc être au rendez-vous du service public. Donc, c'est aussi une façon de sécuriser la totalité du système. Donc voilà, donc, la logique pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, lorsque nous aurons, je l'espère très prochainement, les véhicules, ça doit fonctionner, ça doit être
avec des énergies vertes. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est le choix que nous avons fait, produites localement. Je l'ai expliqué avec l'unité de valorisation énergétique et son turbo-alternateur. Donc c'est des champs photovoltaïques. On a un champ de photovoltaïque qui est opéré d'ailleurs à proximité de la station Nord, qui fait 17 hectares. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Donc la politique que nous menons en matière énergétique de manière générale, c'est production locale, autoconsommation, donc au plan local. Donc c'est vraiment du circuit court à chaque fois. Et on tient beaucoup à ça parce qu'il y a une raison, j'allais dire, qui est une raison technique qui veut que c'est quand même plus vertueux de consommer sur place. Puis il y a une raison économique aussi. C'est que lorsque vous vendez de l'électricité à un prix de rachat qui est relativement faible et que vous l'achetez ensuite pour vos propres véhicules ou tout autre usage à un prix plus élevé, c'est quand même un peu dommage. Donc l'autoconsommation, elle nous permet de maîtriser ce coût. Et c'est important, vous l'imaginez bien en matière d'hydrogène avec des coûts de sortie qui peuvent être relativement élevés, ça nous permet d'avoir une relative maîtrise de ces coûts. Donc voilà, il y a quand même bien deux raisons à ça. Donc là, on est à l'échelle d'un écosystème, l'échelle d'une métropole, un maillage un peu différent à l'échelle d'une région. Garance Morin, vous, région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pareil, vous êtes sur la création de différents écosystèmes avec le projet Impulsion qui est le démarrage finalement de vos écosystèmes. Aujourd'hui, ils sont opérationnels. Comment ça se passe ? Effectivement, aujourd'hui dans la région, on a un maillage territorial dédié à la mobilité qui commence véritablement à voir le jour. Donc c'est le projet Zero Emission Valley qui a été initié en 2018 avec des financements européens et des financements ADEME, dont l'objectif était de développer une première brique qui était la brique sur la mobilité, avec un objectif de déployer une quinzaine de stations et à peu près 400 véhicules. Aujourd'hui, c'est un maillage qui est opérationnel. On a 6 stations qui sont effectives sur un axe, on va dire, est-ouest de la région. Et on a encore des stations qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc on aura une petite dizaine de stations, un peu plus de 10 stations d'ici la fin de l'année. Donc on aura un maillage territorial relativement conséquent pour un usage mobilité. Alors ça s'est déployé dans le cadre de Zero Emission Valley avec un partenariat public-privé, effectivement. C'était l'objet de la société Impulsion, pour lequel il y a plusieurs actionnaires. Il y a la région qui est l'actionnaire principal, il y a Engie, il y a Michelin, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole. Et c'est la société Impulsion qui est en charge de déployer du coup cette brique mobilité. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, qui a été travaillé sur plusieurs années, qui a été permis par ce premier projet Zero Emission Valley et qui maintenant devient opérationnel. Et c'est pour des flottes captives, mais aussi pour des flottes privées ? C'est pour les flottes publiques, c'est pour tout type de flotte, effectivement. La recherche autour d'une station de la flotte est un sujet, vraiment, c'est un enjeu pour pérenniser le fonctionnement de la station et l'installation et l'arrivée de l'hydrogène. Donc oui, c'est pour tout type de flotte, publique comme privée. Oui. Et là maintenant, vous avez dévoilé un projet il y a quelques mois, un nouveau projet avec un maillage... une autre dimension, celui d'Imagine. Tout à fait. Avant Imagine, je vais rappeler qu'il y a eu un stade supplémentaire qui est une volonté politique très très forte, qui s'est traduit par vraiment une feuille de route déployée en 4 axes, l'usage mobilité et l'usage industrie, la recherche et le développement, le déploiement de la formation et vraiment la recherche de la coopération. Et dans le cadre de la recherche de la coopération, et forte du fait que la région, on a quand même un écosystème hydrogène qui est très présent puisqu'on a des entreprises qui sont présentes sur toute la chaîne de valeur. On a un tiers des entreprises de l'hydrogène, de la filière hydrogène qui est présente. Du coup, a pu se constituer une réflexion pour répondre à un appel à projet. Et de là est né ce projet Imagine. Imagine, c'est un acronyme, donc je vous passe le nom, mais qui est une grande vallée hydrogène, qui est donc la première grande vallée hydrogène française, lauréate du call du Clean Hydrogen Partnership, et qui est un projet donc, que je coordonne, qui démarre au 1er janvier. Donc Imagine, c'est la suite logique de à la fois Zero Emission de la vallée, à la fois la volonté politique très forte à travers cette feuille de route partagée, vraiment engagée, vraiment un engagement politique qui permet
de réunir autour de la région, qui est le coordinateur de ce projet, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des parties prenantes de la région, mais au-delà, puisque une grande vallée, ça va au-delà, ça va sur les pays voisins, l'Italie, le Portugal, la Suisse. Jusqu'à Turin, non ? Il n'y a pas ce projet. Tout à fait. Oui, jusqu'à Turin, oui, on a des partenaires sur Turin. Mais à terme, ça va se déployer aussi avec des échanges avec les autres vallées, qui sont des projets européens, donc avec les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est un grand projet qui démarre et pour lequel la région est très très fière de fédérer l'ensemble de ces acteurs et d'avoir pu permettre l'émergence de vraiment ce partenariat public-privé. Je dirais que l'apport de la région permet la sécurisation et de donner un signal et une légitimité à la filière pour ancrer vraiment le développement d'un écosystème hydrogène. Voilà, on est au début. Bon, on revient l'année prochaine pour avoir un peu plus de détails sur la mise en œuvre. Tout à fait, parce qu'on prévoit déjà la suite, j'imagine, au-delà de 2028. Tout à fait. Merci, Garance. Créchan Marot, je vous laisse prendre un micro. Vous aussi, votre territoire et votre agglomération est dans l'hydrogène, on va dire ça comme ça. Comment ça s'est passé au début ? D'où ça vient ? Donc ça vient de la volonté politique de l'équipe précédente qui, dans le cadre d'un début de décarbonation de sa flotte de bus, a retenu la technologie hydrogène et a commandé des bus d'un fabricant Safra, fabricant français, j'insiste, et la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a toujours été très à la pointe sur la recherche sur la technologie hydrogène, a souhaité que la production de cet hydrogène soit locale et verte. Et donc en 2020, quand nous sommes arrivés, on a longtemps réfléchi parce qu'en fin de compte, quand on est sur de l'innovation, surtout sur des budgets mobilité, ça nous a interpellés parce que c'était un surcoût assez conséquent. Un bus, c'est 3 fois plus cher. La maintenance, le carburant, c'est 2 fois plus cher. Donc il y a une vraie interrogation et on s'est dit, si on veut implémenter cette technologie dans le territoire, autant être ambitieux et essayer d'exploiter tout ce qu'on peut exploiter à travers cette techno dans le territoire. Donc c'est un peu l'ambition qu'on s'est donnée en disant « Ok, on y va sur les bus, mais on va essayer d'aller encore plus loin sur les usages et sur le déploiement de cette techno dans le territoire de l'Auxerrois. » Et ça nous a donné des opportunités puisque l'ambition qu'on a pu afficher à travers cette technologie, c'est un peu comme la métropole de Dijon, c'est d'être un territoire à échéance 2050 autonome en énergie et en énergie décarbonée. Donc aujourd'hui, on a des documents de planification qui s'appellent les PCAET et on a des fiches actions qui nous permettent de pouvoir envisager et de rendre possible cette ambition. Mais on va aller plus loin puisqu'on a parlé d'autoconsommation, et ça, je rejoins Jean-Patrick là-dessus. On a parlé d'économie circulaire, et nous, on va employer le terme d'énergie circulaire. Voilà. Donc, d'essayer de travailler à l'échelle d'un territoire, parce qu'on voit bien qu'avec ces enjeux de raréfaction des ressources, de la souveraineté sur ces ressources, de la maîtrise des coûts, on voit que l'enjeu local, il y a des opportunités, et il faut qu'on essaye de les saisir et de les rendre complémentaires. Et pour justement saisir ces opportunités et les rendre complémentaires, on a essayé de développer une démarche technopolitaine donc, qui s'appuie sur 4 axes. Donc le premier, cette démarche-là s'appelle Auxerre Green Lab. Donc la première, c'est Auxerre Lab, donc c'est un incubateur. Donc on accompagne avec l'AER, DKBFC, on accompagne des startups sur ces questions de transition écologique et énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne depuis 2 ans. Depuis le mois d'avril, on a inauguré un Fab Lab, donc c'est Auxerre Factory. Donc là, on va prototyper ces innovations, si possible, avec le tissu économique local. Le troisième, c'est Auxerre Campus, parce que les exploitants l'ont dit, ça demande des nouvelles compétences. Donc il ne faut pas attendre d'en avoir besoin. Il faut déjà réfléchir et lancer les processus pour avoir les formations. Donc là, c'est déjà le cas dans l'Auxerrois, puisqu'on a lancé à la rentrée dernière un bac de maintenance, un BTS, une maîtrise en maintenance industrielle teintée hydrogène. Et à la rentrée prochaine, on va lancer une maîtrise sur la valorisation de déchets. Et puis le quatrième axe, c'est quand on va arriver sur des
des technologies matures, donc au stade industrialisation. On a thématisé des zones d'activité et donc l'une d'entre elles va s'appeler H de parc. Et évidemment, dans cette zone d'activité H de parc, eh bien, nous avons notre station de production d'hydrogène vert développée avec Hynamix. Elle a été inaugurée en 2021. Elle fait 1 MW de puissance et elle alimente actuellement 5 bus et 3 véhicules utilitaires légers. Il y a l'ambition d'augmenter cette flotte de bus hydrogène ou de véhicules ou pas encore? Alors l'ambition est là, donc on veut développer tous les usages. Donc on a eu la chance de renouveler notre DSP. Donc aujourd'hui l'exploitant s'appelle Keolis. Donc il a des retours d'expérience qui nous intéressaient aussi vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Donc on va augmenter, donc on va rajouter 5 bus supplémentaires à hydrogène neuf. On va rajouter 5 bus rétrofit hydrogène. On n'a pas encore choisi si ce sera en mobilité électrique ou si ce sera du rétrofit moteur à combustion. Et puis on ira aussi, puisqu'on n'a pas les mêmes moyens que Dijon, je suis désolé Jean-Patrick, on ira aussi sur des HVO avec des carburants bio. Voilà. Peut-être faire un groupement de commandes. Là, on en parlait ce matin avec François Rebsamen. Ça peut être aussi une solution de se regrouper et de... Je pense qu'il y a eu des expériences passées qui n'ont peut-être pas été fructueuses. Il faut peut-être que l'offre se structure. Il y a eu l'exemple de Vanoul qui a vraiment posé des difficultés à Dijon. Donc je pense que le marché n'étant pas encore, il n'y a pas encore cet effet massification, donc on n'a pas suffisamment d'offres pour vraiment faire jouer les règles de la concurrence et des appels des marchés publics. Donc je pense qu'il faut aussi, et c'est ce qu'a essayé de faire l'État à travers ce plan hydrogène de 7 milliards, c'est aussi aider à se structurer les filières. Donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté, on a beaucoup de chance puisqu'on a des fabricants d'électrolyse, des fabricants de réservoirs. Donc c'est sur ces technologies que les industriels vont pouvoir s'appuyer pour construire des véhicules à hydrogène. Donc il faut déjà que les composants se massifient pour ensuite envisager des véhicules à l'échelle industrielle à des prix compétitifs. Merci Christian Marot. Ghislain Robert, alors vous travaillez pour la société Life, vous êtes producteur d'hydrogène vert. Aujourd'hui, la situation de Life dans les territoires, quelle est un peu la stratégie en termes de maillage? Est-ce que vous travaillez très localement? Comment est-ce que vous faites des connexions entre vos stations de production? Écoutez, en effet, Life est producteur d'hydrogène renouvelable. Donc nous avons organisé notre production avec un maillage. Un maillage, c'est des intersections. Hein, et nous, on se place au milieu de cette intersection pour produire massivement sur les territoires de l'hydrogène et la distribuer radialement, si vous voyez l'image, à 100, 200, 250 km maximum pour avoir des coûts de transport réduits et ainsi proposer à tout un territoire de l'hydrogène renouvelable produit sur le territoire. Donc on a commencé à Bouin, sur la côte vendéenne, au sud de Nantes, avec un projet de 1 MW. C'était en 2021. Depuis 2021, ça fait maintenant 3 ans et demi. Nous produisons près de 400 kg d'hydrogène tous les jours pour distribuer cet hydrogène aux stations de distribution qui sont en Vendée, en Loire-Atlantique, en Sarthe, et on va même jusqu'à Paris, parce qu'il y a de la demande jusqu'à Paris, mais ce n'est pas notre volonté d'aller si loin, mais aujourd'hui on va jusqu'à Paris, et c'est comme ça qu'on arrive à proposer un écosystème tangible. Et on a continué, évidemment, on a commencé avec 1 MW. Ce site est extensible à 2,5 MW, il a été conçu pour ça. Et on a déjà lancé de nouvelles opérations, avec notamment dans le Morbihan, on peut voir ici une photo du site de Bessières, à côté de Toulouse, où nous avons installé des électrolyseurs de 5 MW. Donc vous voyez, on est passé de 1 à 5 MW x 2, donc on est à 10 MW, 11 MW installés. On vient de décupler notre capacité de production en environ 2 ans. Et ça nous permet ainsi de proposer, là encore, massivement de l'hydrogène renouvelable sur les territoires, en investissant massivement, en réduisant évidemment les coûts de production. C'est bien notre idée. Alors, on est un petit peu disruptif là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye de décorréler la production de la consommation directe. On n'est pas installé à côté de la station de distribution. On livre les stations de distribution à distance pour vraiment avoir un maillage global sur le territoire. On le fait là avec du 5 MW. On travaille déjà sur des projets évidemment bien plus ambitieux. Hein. On est présent dans toute l'Europe de l'Ouest. Life, c'est environ 200 collaborateurs. 150 sont basés en France. Et on a 50 collègues qui sont dans 6 filiales à l'étranger, en Allemagne, en Suède, en Espagne, au UK et dans le Benelux,
qui propose là aussi des solutions sur les territoires pour mettre en place des productions d'hydrogène renouvelable. On a 3 projets en construction en Allemagne. On vient d'en livrer une là, pour la Deutsche Bahn, pour livrer des trains en Allemagne. Et c'est comme ça qu'on arrive à proposer de l'hydrogène renouvelable sur les territoires. On est aussi, là on parle de la mobilité, on est aussi concerné évidemment par l'aspect industriel. Il faut en parler. Et c'est ainsi qu'on travaille déjà, par exemple, au Havre, pour proposer une solution d'hydrogène renouvelable pour accompagner un producteur d'ammoniac, notamment sur le port du Havre, et décarboner sa production d'ammoniac. On travaille aussi avec le port de Saint-Nazaire. Alors, au Havre, c'est un projet de 100 MW. On travaille avec un projet aussi à Saint-Nazaire, où là aussi, on va décarboner les flux du port de Saint-Nazaire, qui sont très carbonés aujourd'hui, pour décarboner ces flux avec un projet de 200 MW. Donc vous voyez, on est vraiment sur une progression. Tout à l'heure, on parlait de 1 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, et bien maintenant, on travaille déjà sur des sites de 100 à 200 MW. Donc la bonne maille, concrètement, c'est plutôt 100 à 200 MW aujourd'hui? Évidemment, la volonté, c'est de produire massivement pour réduire les coûts. Donc c'est ce qu'on vise, mais avant de lancer des projets de 200 MW, il faut apprendre l'hydrogène, et je pense qu'on est tous ici dans la grande famille hydrogène, on le sait. L'hydrogène, c'est la famille de l'humilité, c'est l'humilité et la modestie. Il ne faut pas imaginer faire des projets de 200 MW ou même plus encore d'un coup de baguette magique. Il faut apprendre 5 MW, 10 MW et progresser avec la politique des petits pas. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Michel Amaret, c'était par rapport à la mobilité, de commencer avec des petites stations et puis d'augmenter, qui permettent après de bénéficier de ces retours d'expérience pour l'industrie et les grands projets. Aujourd'hui, globalement, pour ravitailler, quel est le rayon qui est tout à l'heure, parce que là, vous êtes beaucoup sur la partie ouest de la France. Si on veut couvrir la partie est, est-ce que vous avez déjà des projets? Alors, on a des projets, évidemment. C'est vrai qu'historiquement, on était basé sur la partie ouest, mais on a déjà lancé des nouveaux projets, notamment dans les Hauts-de-France, à côté d'Amiens. On fait partie, évidemment, du projet Impulsion. On a eu la chance qu'Impulsion nous fasse confiance. On a lancé, au bord de l'Isère, un nouveau projet de 10 MW sur la commune de Le Chélat, qui va s'ancrer dans le projet Impulsion et Imagine, pour là aussi proposer de l'hydrogène renouvelable. Et notre stratégie, c'est évidemment, en décrochant entre guillemets un marché d'une taille X, eh bien, c'est de prévoir une taille beaucoup plus importante à venir pour dimensionner un projet de production qui correspondra aux enjeux territoriaux de l'avenir et pas simplement à la demande ponctuelle qu'on peut nous adresser. Donc c'est une prospective qu'on mène pour vouloir accompagner les projets de production et de distribution d'hydrogène sur les territoires. Donc une vision, on va dire, semi-centralisée. C'est exactement ça. C'est la vision centralisée, c'est la vision historique de la production d'hydrogène actuellement en France. On produit massivement sur le territoire national en diffusant l'hydrogène à travers tout le territoire quasiment. La vision totalement décentralisée, eh bien, c'est ce que les précurseurs ont fait avec des productions directement rattachées à la station de distribution. À notre avis, ça permet pas d'optimiser les coûts de production parce que la distribution n'est pas optimale. On est vraiment sur un entre-deux, sur la vision semi-centralisée pour massivement produire et distribuer notre hydrogène aux distributeurs locaux. Donc globalement, dans un rayon de 200 à 250 km. On est voilà, entre 200 et 250 km, ça nous paraît une bonne échelle. Merci Ghislain Aubert. Je vous laisse la parole, Loïc Voisin. Alors vous aussi, est-ce que la maille, c'est plutôt 200 à 250 km de rayon? Alors en fait, déjà, peut-être on va commencer par une petite présentation d'Aidsetco pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie réalité, l'hydrogène pour vous. Oui, merci. Aidsetco, c'est le chef de file français de la mobilité hydrogène. On est concentré sur les usages légers, donc les usages intensifs légers, des voitures et des véhicules utilitaires légers. On a développé en 3 ans et demi un business model absolument unique dans lequel on pilote à la fois les infrastructures et les usages, ce qui nous permet d'avancer sans avoir à attendre soit les infrastructures, soit les usages. Donc 2 activités. La première activité, c'est favoriser l'accès à l'hydrogène pour nos clients. Donc ça, c'est un réseau de stations de distribution hydrogène, parfois de production sur site. On produit l'hydrogène également. Et donc, on finance, on conçoit, on construit, on exploite ce réseau de stations hydrogène. Première activité. Deuxième activité, c'est qu'on propose absolument tous les services attendus par un chauffeur de véhicule hydrogène. Depuis l'accès au véhicule, l'assurance, l'entretien, maintenance, réparation,
formation, formalités administratives. Voilà. Et on propose en fait des packages et des forfaits complets à nos clients qui nous permettent de faire en sorte justement que la mobilité hydrogène soit une réalité aujourd'hui. Et pour donner quelques chiffres, on distribue à nos clients plus de 1 tonne par jour aujourd'hui, tous les jours. Donc on est à 30 tonnes d'hydrogène distribuées et vendues sur notre réseau au mois de juin 2024. Et on alimente une flotte de 700 véhicules hydrogène aujourd'hui qui est en très forte croissance. On est sur une croissance annuelle de 100%. Aujourd'hui, la bonne maille pour réussir à déployer la mobilité hydrogène, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui reste à faire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en croissance, mais voilà, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Alors, les défis sont nombreux. Effectivement, il faut être à la fois ambitieux, réaliste, et puis essayer de concilier ces deux mots-là. Il y a effectivement un premier défi qui concerne le maillage des stations et en fait les solutions de ravitaillement pour les clients, pour les utilisateurs de véhicules. Je parle de clients parce que on peut ravitailler sur nos stations, sur certaines de nos stations, des cars, des bus, des bennes à ordures ménagères ou des camions. Mais nous, on est vraiment sur des clients qui ont des véhicules légers, donc qui vont faire des pleins comme on fait classiquement des pleins de diesel en fait aujourd'hui ou d'essence, et donc qui vont avoir besoin de solutions de recharge sur les territoires. Donc typiquement aujourd'hui, on est très fiers, on est numéro 1 en France et de loin sur la mobilité légère, mais avec 5 stations en Ile-de-France. Donc on est vraiment à l'aube d'un secteur qui est en train de se créer. Donc le maillage idéal sur un territoire comme l'Île-de-France, c'est plusieurs dizaines de stations. En France, c'est plusieurs centaines. Et c'est entre 3 à 6 ans. Alors pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il est mieux d'avoir beaucoup de petites stations de proximité ou alors des plus grosses stations avec un rayon d'action un peu plus large? Alors en fait, il n'y a pas de réponse unique, il y a juste une question en fonction des usages. Donc quand vous avez à un endroit des usages nombreux, une station de taille importante va se justifier. En revanche, quand vous êtes sur un territoire où les gens circulent beaucoup, au contraire, il va falloir mailler le territoire et donc proposer des solutions de recharge tous les 30-50 km. Oui, donc en fait, il faut avoir toutes sortes de maillages finalement. Oui, c'est voilà, ce qui va être le plus judicieux en fait, plus que la taille, ça va être l'implantation, la localisation en fait de la station de recharge. Ensuite, nous on est sur des stations qui à minima vont délivrer 500 kg par jour. Hein. Donc on est sur des stations qui sont entre 500 kg à 1 tonne et demie aujourd'hui sur notre réseau. Et tous les projets qu'on déploie, c'est entre ces deux chiffres-là. Donc on est plutôt sur des flottes captives, notamment les taxis parisiens, que certains ont pu peut-être déjà prendre. Ces taxis parisiens, ils vont augmenter dans les prochaines semaines avec les Jeux Olympiques. Comment vous vous êtes préparé, comment vous vous préparez peut-être encore à accueillir ce doublement de taxis sur Paris? Alors effectivement, plus que captif, en fait, on est sur des usages intensifs. Hein. La mobilité hydrogène, c'est une mobilité zéro émission à l'échappement, pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration dans le véhicule, mais surtout un temps de recharge qui est très court et une autonomie qui est déjà de très bon niveau. Donc là, j'espère, moi, je suis venu en Mirail aujourd'hui, j'espère pouvoir faire l'aller-retour Paris-Dijon avec un seul plein. Donc ça fonctionne. Effectivement, on est sur une très forte croissance, y compris à court terme, puisque pour fin juillet 2024, on aura multiplié par 3 notre capacité de distribution en Ile-de-France et on aura multiplié par 2 le nombre de véhicules légers hydrogène. Sans ouvrir de station, là? Si, on a ouvert une station au public il y a 15 jours et on en ouvre 3 nouvelles dans les 4 semaines qui viennent. Okay. Donc on a un programme de... Donc des inaugurations en vue, là, il y en a. Exactement, il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de VIP politiques pour les inaugurer, mais en tout cas, on va les ouvrir au public. Vous êtes invités, hein, pour ceux qui... Avec grand plaisir. C'est des stations qui sont ouvertes de toute façon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au public. Pour terminer sur le maillage, géographiquement donc très parisien aujourd'hui,
il y a des projets de territoire plus avancés que d'autres ou pas, où on pourrait avoir quelques informations sur votre stratégie? Il y en a effectivement. Dijon est un très bon exemple. La région Aura est un excellent exemple aussi d'une région qui a été très en amont. La Vendée également. La Vendée qui a décidé de promouvoir la mobilité hydrogène. Et nous, on est convaincus effectivement que c'est une solution qui est ultra pertinente quand on a vraiment la volonté collectivement de décarboner les transports et d'améliorer la qualité de l'air. Parce qu'on fait vraiment tout ça pour avoir un impact extrêmement concret. Et je reprends un chiffre très actuel chez nous. Nos clients aujourd'hui, ils parcourent au mois de juin 3 millions de kilomètres en mobilité hydrogène. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes clients, il y a quelques mois, quelques années, ils parcouraient les mêmes 3 millions de kilomètres en diesel. Donc l'impact, il est immédiat sur la décarbonation, c'est-à-dire en termes d'impact CO2, mais il est aussi immédiat en termes de microparticules, puisqu'on a 0 particules émises. Et c'est extrêmement tangible, extrêmement concret. Donc voilà, on est là pour ça. Ouais, en plus, ils sont toujours aussi autant opérationnels en termes de rechargement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, l'intérêt de cet hydrogène. Merci Loïc Voisin. Garance, je me tourne vers vous. Comment on peut réussir à déployer à l'échelle suffisante un bon maillage sur le territoire, notamment sur votre région? Oui, alors nous, on va effectivement parler d'un maillage, pas que des stations, on va parler du maillage sur l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène, puisque c'est ce qui va nous intéresser, étant donné que la mobilité, ça y est, c'est opérationnel et ça va vraiment se déployer d'ici la fin de l'année, on voit plus loin. Et du coup, le sujet, c'est intéressant, à quelle maille comment on développe finalement des projets hydrogène. Et ben, la première chose qu'on a réfléchi, c'est vraiment travailler à des zones géographiques bien précises où il y a des besoins de consommation. Donc sur le territoire de la région, ça va être la vallée de la Chémie, ça va être le bassin grenoblois. Et du coup, on va essayer de creuser déjà au sein de ces secteurs, savoir comment implanter une production d'hydrogène, comment avoir une consommation, avoir des usages et développer des écosystèmes. Après, dans le cadre du projet Imagine, c'est justement le cas sur ces zones. Voilà, l'idée, c'est l'enjeu de déployer à terme 57 MW de production d'hydrogène. Mais c'est qu'une étape. Demain, on a aussi des plus gros projets qui vont effectivement drainer l'ensemble du corridor rhodanien sur la vallée, avec des gros projets de production. Une fois qu'on a établi cette recherche-là sur des zones bien précises de production, on regarde comment faire converger les lieux de production et les usages et de diversifier les usages. Et ça, c'est aussi un sujet qui est au cœur d'Imagine, avec des projets comme par exemple sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, où il y aura de la production d'hydrogène vert à travers un sourcing d'ENR, puisqu'il y a installation d'une ferme solaire. Alors, ça ne sera pas que le photovoltaïque qui va fournir la production, il sera aussi couplé au réseau électrique. Mais on essaye d'avoir donc de la production avec du stockage sur place, de la distribution. Il y aura un usage mobilité avec une voire même 2 stations de distribution pour desservir les usages donc, de mobilité, mais également les usages propres de l'aéroport. Donc là, sur la mobilité propre interne à l'aéroport, mais également des usages énergie sur l'aéroport. Donc derrière, c'est comment démultiplier en fait les usages. Donc ça, c'est possible et c'est un des exemples à l'aéroport de Lyon. Il y a d'autres exemples finalement sur le sud grenoblois aussi, où là, on va adresser un usage industriel avec, là, toujours une unité de production. On va adresser un usage industriel propre à un industriel, donc Arkema pour ne pas le citer. Mais derrière, il y a l'idée de développer un véritable écosystème qui va bien sûr desservir la mobilité, mais pas que, aussi les industriels qui sont présents sur le bassin grenoblois. Donc c'est le deuxième levier pour travailler le maillage, c'est faire converger les lieux de production avec des usages et des usages diversifiés. Et puis ensuite, le troisième levier que je vois sur le maillage, c'est toujours en se plaçant sur la chaîne de valeur, c'est travailler le stockage. Et on a la chance dans la région d'avoir un stockage en cavité saline. Et donc, le stockage rentre dans cette chaîne en ce sens qu'on va pouvoir stocker de l'hydrogène quand il y a un surplus de production d'ENR et utiliser cet hydrogène quand il y en a besoin, quand justement il y a moins de production d'ENR qui est fournie sur le réseau. Donc ça, le stockage d'hydrogène, pour nous, c'est un maillon essentiel qui va servir aussi dans le maillage et va permettre une certaine flexibilité sur l'ensemble du réseau hydrogène.
Voilà, donc aujourd'hui, on commence à structurer effectivement avec un maillage entre les stations impulsion qui existent sur le territoire, qui vont venir s'avitailler demain sur le stockage d'hydrogène, sur les différentes unités de production d'hydrogène qui sont prévues dans la région dans le cadre du projet, par des tubes trailers, et puis tout de suite après-demain, par des canalisations, des pipes. C'est aussi l'enjeu de mailler un territoire national, sur une échelle nationale et sur une échelle européenne, avec des infrastructures de pipes d'hydrogène qui ont vocation à faire du transport d'hydrogène, de l'importation d'hydrogène. Et nous, on est sur le trajet, c'est parfait, on va en profiter pour desservir nos hubs et nos sites de consommation d'hydrogène. Donc voilà comment, à ce jour, nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit le maillage de la filière. Donc, plusieurs usages, mobilité et industrie. Oui, et énergie, pour ceux qui peuvent, notamment sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, oui. C'est des générateurs piles à combustible à hydrogène. Merci Garance Morin. Créchan Marot, quelles sont les ambitions, les velléités de votre territoire dans les prochaines années en matière d'hydrogène? Est-ce que, au-delà donc on a parlé tout à l'heure de plus de bus, on va pas parler du HVO parce que c'est pas à l'endroit. Tout à l'heure, on en a vaguement parlé, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui touchent la mobilité hydrogène ou plus industrielle? Donc, on est dans une approche systémique, mais on n'a pas l'effet massification d'une métropole. L'agglomération Serrois, c'est 70 000 habitants. Le département, c'est 350 000. Donc, ça reste quand même... On est un département rural, donc il y a aussi un maillage à adapter. Donc clairement, il est très probable que dans Lyon, il n'y ait qu'une seule station de production, vu la densité que l'on a. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de croître, de faire évoluer cette station. Donc on a un plan d'affaires à échéance 2030, potentiellement on sera à 5 MW. Et donc pour atteindre ce 5 MW et faire baisser le prix, le coût de ce kilo d'hydrogène, il faut qu'on développe les usages. Et donc clairement, c'est la stratégie qu'on a mis en œuvre. Donc là aujourd'hui, on travaille sur un nouveau dépôt de bus pour être aux nouvelles normes hydrogène sur à la fois la maintenance et le stockage. On travaille puisqu'on va avoir aussi le train à hydrogène à Auxerre, donc à échéance 2026. Donc on a une station d'avitaillement qui va être dans la continuité de la zone H2 Parc. Donc on va avoir une concentration. Pour favoriser aussi les usages, il faut avoir accès à la technologie. Donc on travaille sur un projet de micro-factory de rétrofit pour essayer de travailler, parce que ça permet peut-être de trouver un modèle économique. Le coût du véhicule est peut-être moins cher. On va dans de la réutilisation, donc c'est plutôt vertueux en termes environnementaux. Mais on veut aller plus loin. Donc, comme on a une démarche technopolitaine, on travaille sur les questions d'hydrogène stationnaire. Je sais que le modèle économique n'existe pas encore, mais on voit bien que l'hydrogène, ce n'est pas une énergie, c'est un moyen de stocker cette énergie et de pouvoir la réutiliser en fonction des périodes ou des usages. Et donc le stationnaire, c'est exactement ça, c'est de se dire, à un moment donné, si on veut avoir des bâtiments autonomes en énergie, sans avoir trop de contraintes sur les usagers, eh bien, ça permettrait de faire ce gap entre le pic de production des énergies renouvelables, qui ne coïncide pas toujours avec le pic de consommation. Et c'est là qu'on viendrait mettre cette technologie hydrogène. On le voit sur les questions de souveraineté. Donc on a parlé des listes de délestage. Tout le monde a paniqué. On a eu des cliniques qui n'avaient pas de groupe électrogène. Donc là, clairement, la techno hydrogène est très intéressante. Pas de vibration, pas de fumée, pas de bruit. Donc ça, c'est hyper... donc c'est des débouchés latents. Il y a l'industrie. C'est une vraie découverte. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de processus industriels qui pouvaient utiliser l'hydrogène. Il y a des usages domestiques. Donc on parle de chaudière rétrofit hydrogène. Donc on voit que si on permet à la fois d'avoir les technologies, la maintenance ou l'exploitation de ces technologies dans le territoire, ça permet de développer ces usages et donc ça permet d'envisager peut-être même 7 MW sur la station de production d'hydrogène si on arrive à l'associer avec des stations de distribution, puisque la nôtre, elle fait partie des petits projets. On avait déjà la production et la distribution, donc il faut qu'on fasse attention qu'on n'ait pas de conflit d'usage. Donc on va essayer d'isoler des flux sur des stations de distribution. Donc on a un projet, par exemple, avec Sens, qui veut faire une station de distribution
d'énergie renouvelable. Donc il y aurait l'hydrogène. On travaille aussi avec des sociétés de transport. On pourrait leur offrir la possibilité d'avoir une station de distribution sur leur site, adossée à soit des véhicules neufs ou des véhicules rétrofités. Voilà, donc c'est un petit peu tout cet écosystème qu'on peut développer dans un rayon peut-être plus modeste. On serait plutôt autour de 150 km à 200 km. Voilà, parce qu'on est très proche de Paris, donc ça nous est difficile d'aller chasser sur vos terres, cher monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous manquerait, Christian Barraud, aujourd'hui pour faciliter ce maillage? Un petit coup de pouce pour accélérer? Un petit coup de pouce, je ne vais pas demander de l'argent, mais en tout cas, aujourd'hui, on a pu bénéficier des fonds européens, on a pu bénéficier l'ADEME à travers l'État, la région, le département. Donc, il y a une vraie dynamique. On va à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais je pense que toutes les régions sont en train de se lancer sur la solution hydrogène. Ce qu'on voit bien aujourd'hui, ce qui pose un vrai problème, c'est le modèle économique de la filière, parce que les véhicules coûtent très cher, l'hydrogène coûte très cher, donc pour que l'hydrogène coûte moins cher, il faut qu'on en produise plus. Pour qu'on en produise plus, il faut qu'on en consomme plus. Et donc l'enjeu, clairement, si on dit qu'à très court terme, une des solutions la plus plausible, c'est la mobilité, il faut qu'on facilite une mobilité hydrogène, soit sur l'homologation de nouveaux véhicules neufs. Alors je ne suis pas un technicien, mais de ce que je comprends, c'est l'enfer. Soit l'homologation des véhicules rétrofités. Donc là, on est quand même sur des petites séries. C'est pas le véhicule poids lourd ou bus, ça reste quand même des marchés de niche. Donc de rétrofiter, ça permet peut-être d'aller plus vite. Mais faut-il encore que la législation nous permette de rétrofiter ces véhicules? Apparemment, c'est pas toujours évident. Et je prends l'exemple du GPL. Clairement, si on pouvait arriver sur un modèle type GPL avec installateur agréé à terme, ce serait pour nous quelque chose de très intéressant parce que tout de suite, ça fera un effet levier assez important sur la consommation et peut-être qu'après, on arriverait à développer une filière qui aurait une vertu économique et à partir du moment où c'est intéressant économiquement, tout le monde se lance dans la filière. Jean-Patrick Masson, les clés de réussite. Alors, notamment quand on regarde le projet de Dijon et cette inauguration hier, pourquoi avoir réussi? Comment vous avez fait pour réussir? Les clés? La première chose, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est le partenariat. C'est-à-dire que sur le territoire, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de travailler ensemble et d'avoir un partenariat qui soit un partenariat suffisamment équilibré pour que chacun puisse s'y retrouver. La deuxième chose, à mes yeux, qui a permis de fonctionner, c'est aussi le fait qu'à un moment, il y a des financements. Je veux dire, ça a été dit juste avant, c'est important, évidemment, de pouvoir aller sur des financements qui sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer, mais en tous les cas, qui permettent d'avancer de manière, je pense, assez volontariste. Et puis, alors bon, j'ai entendu 2 fois que la métropole était riche. Non, elle n'est pas forcément riche, elle est à l'échelle de sa population. Mais en tous les cas, ça permet effectivement de massifier quand même un peu, je le reconnais. La troisième chose, il faut que finalement, le rythme entre les uns et les autres soit suffisamment harmonieux. Et je m'explique. Avoir une station de production et de distribution sans consommateur, ou à l'inverse, avoir des véhicules sans production, c'est quand même un problème. Et moi, je vois que la difficulté, aujourd'hui, est essentiellement là. Donc, quelque part, il faut que les industriels soient au rendez-vous, aussi bien ceux qui conçoivent, qui installent, etc., les différents électrolyseurs et matériels de distribution. Et il faut que les fabricants de véhicules soient également au rendez-vous. C'est pas facile d'être dans le même tempo. Mais quand les uns et les autres essaient de croiser leurs agendas, on constate que ça fonctionne, sauf bug particulier, que ça fonctionne finalement pas si mal que ça. Troisième élément, il faut qu'on ait un écosystème qui soit robuste. Et ça, c'est effectivement compliqué aussi. Je disais tout à l'heure, une station isolée de production et de distribution, c'est quand même très fragile, en réalité. Hein. Le moindre arrêt va avoir des conséquences qui sont des conséquences importantes, surtout quand on gère des services publics. Donc, déjà,
je l'ai indiqué, 2 stations avec une deuxième station qui fera 4 ou 5 mégawatts, ça devrait nous permettre d'être un peu plus serein, mais il faut être aussi en capacité de stocker. Donc, alors, on peut stocker, on peut acheter de l'hydrogène ailleurs, il y a différentes modalités, mais en tous les cas, nous, le choix qu'on fait, c'est d'avoir un écosystème complet, y compris pour le stockage. Donc, générer notre propre capacité de dépannage en cas d'arrêt d'électrolyseur. Donc, et cette résilience-là, elle est vraiment fondamentale. Je crois qu'aujourd'hui, en tous les cas, elle est irremplaçable. Peut-être que demain, lorsqu'on aura des stations un peu partout, lorsqu'on aura de la production alors, semi-centralisée ou décentralisée, je n'en sais rien encore, certainement les deux d'ailleurs, on pourra être beaucoup plus serein par rapport à ça. Mais aujourd'hui, en tous les cas, vu de la métropole, nous on pense que si on veut répondre finalement aux enjeux qu'on s'est fixés nous-mêmes, il faut absolument qu'on soit sur un écosystème qui soit un écosystème le plus robuste possible. Donc plusieurs facteurs pour réussir. Garance Morin, pour vous, à l'échelle de votre région, qu'est-ce qui reste à faire pour que tout se passe bien et que ça s'accélère ? Alors, je dirais la première chose qu'on constate, c'est de travailler sur la question du prix de l'hydrogène. Voilà, travailler l'offre et la demande pour avoir des niveaux de prix qui soient plus compétitifs et qui permettent justement de faciliter la consommation, de faciliter l'engagement dans les projets, parce que c'est ce qui bloque à ce jour des décisions d'investissement sur des projets. Donc, en région, on est en attente des mécanismes de soutien au prix de l'hydrogène, notamment français, ce qui est attendu, ce qui a été cité ce matin dans la plénière. On est en attente aussi du décret de parution de mise en place de la tier ouverte. Donc, vraiment travailler l'offre et la demande et avoir un prix de l'hydrogène qui permette d'avoir des décisions d'investissement. Après, deuxième levier, ça serait de vraiment créer un effet d'entraînement. Et pour cela, dans la région, on est assez fiers de dire que la région, elle est là aussi pour stabiliser et donner confiance dans la filière. Le fait d'avoir un engagement politique permet vraiment de donner des signaux et une certaine visibilité sur la filière. Et puis, deuxième sujet, c'est de voir plus loin, et plus loin géographiquement, plus loin dans le temps, plus loin géographiquement, c'est de dépasser les frontières régionales et d'aller sur les frontières européennes, d'inscrire vraiment les stratégies dans un territoire européen pour demain construire un écosystème européen de l'hydrogène. Voilà, c'est vraiment, nous, de notre côté, les leviers. Chez Life, cet écosystème qui dépasse les frontières, c'est aussi votre stratégie pour réussir. Oui, en effet, Life, depuis le début, a une stratégie de développement qui nous emmène vers la mer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a conscience, et il faut en avoir conscience tous ensemble, qu'il n'y aura jamais assez d'électricité renouvelable produite à terre pour répondre aux besoins de production d'hydrogène à terre. C'est une impasse, c'est une longue impasse, mais c'est une impasse à terme. Donc c'est pour ça que Life, l'année dernière notamment, a lancé le projet Sea Life pour être en capacité de démontrer qu'on pouvait produire de l'hydrogène renouvelable en mer. On a lancé le projet Sea Life avec un projet d'1 mégawatt. Et en fait, ça correspond à notre stratégie. Je vous ai parlé tout à l'heure du 1 mégawatt. On apprend à terre ce qu'on veut faire en mer. On a commencé à Bouin. À Bouin, ce n'est pas un hasard. On s'est mis à Bouin parce qu'on est vraiment à côté de la mer. On est à 100 mètres de la mer, avec des éoliennes directement raccordées. Alors c'est l'exception qu'on nous accordait à l'époque. Depuis, on l'a pris tout à l'heure, c'est devenu impossible. Et on est directement raccordé, c'est-à-dire qu'on subit l'intermittence des éoliennes comme on le fera en mer. Puisqu'en mer, évidemment, on subira cette intermittence. Donc on s'est mis là-bas pour avoir des conditions maritimes et pour utiliser de l'eau de mer aussi, tout simplement, pour nous permettre de produire notre hydrogène. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on apprend à terre ce qu'on veut faire en mer. On a développé le projet Sea Life dont je vous parlais, et ça nous a permis de décrocher un projet à Ostende, dans le port d'Ostende en Belgique, pour lancer un projet de 10 MW en mer. Et c'est ainsi qu'on envisage de massivement produire de l'hydrogène renouvelable à terme, évidemment, pour avoir accès à un nouveau gisement d'électricité renouvelable, c'est-à-dire de l'énergie éolienne en mer. Si vous avez fait un peu de voile ou un peu de bateau, vous le savez, il y a beaucoup de vent en mer, et cette énergie, aujourd'hui, n'est pas exploitée. Donc c'est grâce à ces champs éoliens maritimes
qu'on pourra produire massivement de l'hydrogène en mer et rapatrier cette énergie sous forme gazeuse grâce à des pipes qui arriveront à des terminaux portuaires pour, là aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, grâce à des réseaux de transport et distribution, eh bien, transporter cet hydrogène vers les usages finaux. Pour terminer, Loïc Voisin, vous avez bénéficié d'une levée de fonds récemment. Est-ce que c'est suffisant pour continuer et qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour continuer? Effectivement, on a conclu avec succès une levée de fonds assez significative de près de 200 millions d'euros en avril 2024, qui est le témoignage en fait de notre nouvel actionnaire majoritaire i24, témoignage de sa confiance en fait dans notre business model qui existe et en plus qui est très intéressant, puisque sans donner de chiffres trop précis, parce que je suis pudique sur l'argent, mais on est sur un modèle où en fait le résultat opérationnel est déjà à l'équilibre ou positif. Donc il y a beaucoup de défis effectivement qui sont très nombreux pour avoir une filière hydrogène qui soit à la bonne échelle. Mais nous on a déjà trouvé en fait un business model qui est suffisamment robuste. Je reprends le terme que vous employez tout à l'heure, y compris sur les aspects économiques. Et encore une fois, avec des clients qui sont des vrais clients qui nous payent. Donc, que ce soit des artisans taxis, des chauffeurs de VTC, des conducteurs de VUL, des sociétés. Ils vivent dans le même environnement économique qu'on connaît tous. Et donc, ils nous payent, ils sont satisfaits également de l'équation économique qu'on est à même de leur proposer. Donc les défis en fait sont très nombreux, vous les avez listés. Je retiens le besoin d'avoir une stabilisation des normes et des dispositifs incitatifs à l'échelle française et à l'échelle européenne. Ça c'est fondamental pour une filière qui est ultra prometteuse et qui a besoin juste de stabilité. Donc la perfection n'existera pas, mais en tout cas qu'on ait de la clarté sur le moyen long terme. Ça c'est vraiment très important. Deuxième défi, c'est le défi des compétences. C'est pour ça que je suis ravi que vous parliez de formation également, parce qu'on invente une nouvelle filière. Nous, on a développé la première équipe d'exploitation de stations d'hydrogène qui sont vraiment très sollicitées. Et on trouvait pas ça n'existait pas de techniciens, d'ingénieurs maintenance, de responsables maintenance. Donc il y a un vrai travail à faire sur les compétences, en fait, sur les formations, et ça, c'est assez clé. Enfin, on a effectivement des dispositifs d'accompagnement, alors des financements privés. Alors c'est le cas de i7Co, on est absolument ravis. Est-ce que ça va suffire? Non, parce qu'on a des ambitions qui sont formidables. Et donc on va se développer dans d'autres pays, dans d'autres géographies. Je souligne quand même qu'on bénéficie nous aussi de l'accompagnement de l'État au travers de l'ADEME, et également des différentes régions et de l'Europe. Et on est content de ces soutiens pour amorcer la filière, mais encore une fois, que nous, en tant qu'entreprise privée, notre business model, c'est certainement pas un business adossé à des subventions, en fait. Donc voilà les quelques défis majeurs qu'on voit. Et encore une fois, le témoignage que je peux apporter aujourd'hui, c'est qu'on est sur une croissance qui est ultra tangible, qui est de 100% par an. Donc voilà, il y a des années, ce sera peut-être que 70%, mais ça restera quand même très positif et très concret. Oui, donc l'hydrogène répond bien à des vrais besoins. On a besoin de visibilité. C'est aussi ce qu'on a dit ce matin. C'est NG disait, on a besoin de visibilité, on a besoin de formation, de partenariats forts et puis d'aide de la part de l'État notamment. Et voilà. Et après, la filière est très prometteuse. Donc normalement, tout se passera bien. On va peut-être prendre le temps, s'il y en a, pour recueillir quelques questions. Éventuellement, peut-être par SMS ou Yann-Éric, avons-nous des questions? Ah ben oui. Le prix.
peut-être pour... Je ne vais pas répondre à la question, mais juste avant de passer la parole à la Life, la question du prix, en fait, moi, je vais juste me poser en bout de la chaîne pour ne pas tourner autour du pot. Nous, on vend l'hydrogène à la pompe sur nos stations à 15 € hors taxe. Donc, ça veut dire 18 € le kilo. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Finalement, vous faites le plein d'un véhicule pour à peu près 90 €. Et pour ces 90 €, vous avez donc 650 km d'autonomie réelle, hein, attention, réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment en usage réel. Hein, voilà. On est capable d'aller faire 1000 km avec le même plein si on roule de manière stabilisée, on l'a déjà fait. Donc voilà, je me permettais juste de donner un niveau, et ça en fait, ça correspond à une compétitivité qui est déjà là en fait par rapport aux autres modes de motorisation, étant bien entendu qu'on parle d'une solution qui a des vertus environnementales par ailleurs. C'est un prix pour le contrat full service? Alors non, ça c'est le prix vraiment, à la pompe. C'est-à-dire que demain vous allez sur nos stations qui sont encore une fois ouvertes comme les stations-service thermiques au public 24 heures sur 24. Vous venez en station, vous décrochez un pistolet, c'est la même routine. Vous connectez le pistolet au véhicule. En 3 à 5 minutes, vous avez fait le plein et on vous facturera 15 € hors taxe du kilo. Voilà. Life, peut-être une réaction? Écoutez, merci Loïc de sauver le soldat hydrogène. Donc en effet, on est à des prix qui peuvent paraître importants, mais voilà, l'équation a été faite. Par rapport au carboné, c'est vrai qu'on est certes un peu plus cher, ça peut paraître un peu plus cher. Déjà, il faut bien comprendre qu'on est au début de l'histoire. On parle de sites de 1 MW, 2 MW, 5 MW. Évidemment, quand on arrivera à exploiter des sites de 200 MW, on arrivera à des prix de production beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, on travaille déjà, nous, sur cet équilibre-là, en s'adressant à des industriels. Vous le savez, aujourd'hui, le marché de l'hydrogène, c'est le marché de l'hydrogène gris qui s'adresse aux industriels, principalement les raffineries et le secteur de l'ammoniac. Aujourd'hui, ces gens consomment de l'hydrogène gris à un prix très bas. Il faut évidemment répondre à leurs besoins avec ces mêmes prix. Mais c'est avec des gros projets de plusieurs centaines de mégawatts qu'on y arrivera. On est aujourd'hui en train de travailler là-dessus. Et évidemment, cette extension de taille de production bénéficiera aussi à la mobilité pour répondre aux besoins économiques. Mais aujourd'hui, l'équation n'est pas si mauvaise et on est déjà sur des prix relativement satisfaisants et équivalents par rapport à la mobilité carbonée. Alors, on a une autre question, je crois, monsieur. Juste le temps que je vous apporte le micro. Non, sinon on ne va pas vous entendre à l'enregistrement. Yann Héricourt, hop, il arrive. Bonjour, l'intensité carbone d'une production photovoltaïque, c'est entre 10 et 15 grammes du CO2 par kilowattheure. Pour le photovoltaïque, c'est environ une vingtaine, voire une trentaine dans les plus mauvais cas. Et pour le nucléaire, c'est 5 grammes. Pourquoi mettre le focus sur l'éolien alors qu'en France, on a la chance d'avoir une industrie nucléaire qui pourrait fournir à 5 grammes de CO2 par kilowattheure de quoi produire massivement de l'hydrogène décarboné? Merci de cette question. Alors, vous avez raison, les grammages sont plus faits pour le nucléaire, mais on ne sait pas se raccorder à une centrale nucléaire directement au réseau. Le réseau français est un mix énergétique qui combine plusieurs sources d'électricité, dont le nucléaire à forte partie, mais aussi l'hiver notamment avec des énergies relativement beaucoup plus carbonées. Donc le mix énergétique français n'est pas si décarboné que ça, et il faut reprendre les chiffres de l'ADEME, tout simplement. L'ADEME indique que l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau grâce au mix énergétique français tourne autour de 2,7 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Voilà, c'est l'ADEME qui l'indique. Moi, je veux bien qu'on challenge ces chiffres. Alors que l'hydrogène gris oscille plutôt à 11, et quelque chose kilos de CO2 par kilo d'hydrogène. Et l'hydrogène renouvelable tel qu'on produit oscille entre 0,7 et 1 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Je ne dis pas zéro. Évidemment, nous ne générons pas de CO2 lorsque nous produisons notre hydrogène, mais nous achetons des équipements, nous construisons des bâtiments. Donc évidemment, sur la vie du bâtiment, sur la vie de l'usine, eh bien, l'ADEME indique que nous sommes environ à 0,7 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Voilà, c'est la dème qui l'indique. Merci. Tant que
Une autre question? Bon, eh bien, c'est parfait. Merci à nos intervenants. On peut les applaudir. Et puis, nous allons laisser la parole maintenant à Stéphanie Paysan, qui doit être pas très loin, pour la remise des prix aux lauréats de cette édition 2024. Et on vous invite donc à rester pour... Oui, bien sûr, vous ne bougez pas. Et moi, j'en profite aussi pour vous indiquer que demain matin, nous avons le parcours collectivité avec un atelier découverte et retour d'expérience auquel vous pouvez participer, même si vous n'êtes pas une collectivité. Donc c'est à partir de 9h15 dans la salle qui est au rez-de-chaussée, ici en bas de l'escalier. Et l'après-midi, il y aura aussi une séance collective de pitch par différents constructeurs de véhicules offreurs de solutions. Alors, en fait, on attend des membres du jury qui vont remettre des prix qui ne sont pas encore arrivés. Donc, en fait, ça va être dans 15 minutes.